Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée au chapitre 10, puissance et énergie électrique. Petit message de début, sur cette chaîne YouTube, j'ai délibérément désactivé toutes les fonctions de monétisation. Donc vous pouvez librement regarder cette vidéo, la re-regarder, vous interrompre, revenir en arrière, vous n'aurez pas de publicité. J'ai fait cette vidéo pour vous et pas pour moi. Très bien. Une fois cette petite introduction faite, je partage le document et on va commencer. Voilà. Alors, chapitre 10, puissance et énergie électrique. Il s'agit en fait du chapitre qui clôt la partie électrique du programme à très peu de choses près. Il y a un chapitre sur les moyens de production d'énergie électrique, mais je vais dire c'est plus anecdotique qu'autre chose. Et comme le nom du chapitre l'indique, il y a deux notions à étudier dans ce chapitre, la notion de puissance électrique et la notion d'énergie électrique. On va donc commencer par ce qu'on appelle la puissance nominale d'un appareil électrique. Et par deux rappels, parce que ce sont des choses que vous avez vues en classe de 4e, la notion de tension nominale. Donc la tension nominale d'un appareil électrique, c'est la tension à laquelle cet appareil électrique doit être alimenté pour qu'il fonctionne d'une manière normale. C'est celle qui est prévue par le constructeur de l'appareil. En France, les constructeurs d'appareils n'ont pas le choix. C'est la tension délivrée par le fournisseur d'électricité. Alors, ça peut être le fournisseur entre guillemets traditionnel, EDF, mais aujourd'hui il existe des fournisseurs d'énergie électrique alternatifs. Mais de toute manière, c'est 230 volts. C'est ce qu'on appelle la tension du secteur. C'est la tension qu'on trouve dans les prises électriques en France. Alors attention, elle est différente dans certains pays, notamment aux États-Unis où on trouve du 110 volts, ou au Japon où on trouve du 100 volts. C'est la raison pour laquelle les prises électriques dans ces pays n'ont pas exactement la même forme. Cela permet déjà pour moi de corriger une faute, une coquille, une deuxième coquille même. Voilà, ce sera mieux. Ça permet d'éviter des erreurs parce que si vous branchez un appareil qui est prévu pour du 110 volts sur du 230 volts, vous le mettez en surtension et donc vous risquez de l'endommager. Et à l'inverse, si vous branchez sur du 110 volts un appareil qui est prévu pour du 230 volts, il va fonctionner mais d'une manière dégradée. Donc dans certains cas, vous avez un risque d'endommager l'appareil électrique. Alors aujourd'hui, les appareils, soit ils disposent d'un sélecteur, donc un bouton qui permet de l'utiliser soit en 230 volts, soit en 110 volts. Mais même la plupart du temps, et c'est le cas de la plupart des chargeurs par exemple de téléphone, la plupart des chargeurs sont capables de détecter automatiquement la tension à laquelle ils sont soumis, et donc de s'adapter, ce qui permet de ne pas faire ce type d'erreur. Donc ça c'est pour la tension nominale. Maintenant l'intensité nominale. L'intensité nominale, c'est l'intensité consommée par un appareil électrique lorsqu'il est soumis à sa tension nominale. Et je précise bien lorsqu'il est soumis à sa tension nominale, parce que s'il est soumis à une tension différente, l'intensité qu'il consommera sera différente. En revanche, son fonctionnement, lui, risque de ne pas être normal. Une fois ces deux définitions rappelées, la notion de puissance nominale. La puissance nominale, on la définit comme le produit de la tension nominale par l'intensité nominale, autrement dit, U fois I, avec une tension en volts, une intensité en ampères et une puissance qui s'exprime en watts, symbole W majuscule. Voilà, c'est la définition de la puissance nominale. Et la puissance nominale, c'est ce qui est indiqué sur les emballages des appareils électroménagers quand vous les achetez. C'est parfois un argument de vente, de mon point de vue à tort, mais enfin, c'est ainsi. C'est-à-dire qu'on a parfois l'impression que plus la puissance est élevée, plus l'appareil est efficace. C'est pas tout à fait aussi simple que ça. Mais cette indication est importante pour des raisons de sécurité électrique. Et c'est important de comprendre pourquoi. C'est important parce que chez vous,
ainsi qu'au collège et dans les entreprises partout, les câbles électriques sont dimensionnés pour supporter une intensité maximale. 10 ampères, alors ce qu'on trouve généralement, c'est du 10 ampères, du 16 ampères, du 32 ampères. Au-delà dans les entreprises, quand on a besoin d'appareils qui ont une forte consommation électrique. Et si les câbles électriques qui sont posés dans une habitation ou dans une entreprise sont utilisés au-delà de l'intensité pour laquelle ils sont prévus, eh bien, ils peuvent être endommagés par effet Joule. Et là, je vous renvoie au chapitre sur la loi d'Ohm que l'on a vu précédemment. Et donc, pour éviter de dépasser ce seuil qui risquerait non seulement d'endommager le câble électrique, mais éventuellement même de provoquer un départ de feu, eh bien, on utilise des coupe-circuits. Un coupe-circuit, eh bien, c'est un dispositif qui va ouvrir la boucle de courant sur laquelle il est installé lorsque l'intensité électrique dépasse la valeur seuil pour laquelle le câble électrique utilisé est conçu. Et vous avez là-dessous un exemple. Donc on a une ligne qui est protégée par un coupe-circuit de calibre 16 ampères. Ça veut dire que le câble électrique utilisé pour cette boucle de courant supporte jusqu'à 16 ampères. Et on envisage de brancher un sèche-cheveux. Et sur l'emballage de ce sèche-cheveux, on trouve une indication d'une puissance nominale de 500 watts. Une lampe de chevet avec une puissance nominale de 10 watts. Et un chargeur de téléphone avec une puissance de 5 watts. La question, c'est est-ce que on peut, en sécurité, brancher ces trois appareils sur cette ligne? Et bien pour cela, un petit calcul est nécessaire. On fait la somme des puissances et quand on fait cette somme, on trouve 515 watts. On reprend la définition de la puissance électrique, c'est la tension multipliée par l'intensité. Donc, si vous transformez cette formule littérale, on trouve que l'intensité, c'est la puissance divisée par la tension. Cette puissance, c'est la puissance totale, 515 watts. La tension électrique, c'est celle qu'on trouve sur le secteur en France, 230 volts. Et quand on fait l'opération, on trouve une intensité de 2,4 ampères. On est donc très largement inférieur à l'intensité supportée par cette ligne, à savoir 16 ampères. Et donc cette installation est sécurisée. On peut sans difficulté brancher ces trois appareils électriques sur cette ligne. Second exemple, une ligne est protégée par un coupe-circuit, cette fois de calibre 10 ampères. On en déduit que le câble électrique de la boucle de courant considérée est conçu pour supporter au maximum 10 ampères. Et on souhaite brancher dessus un four électrique avec une puissance de 3500 watts et un réfrigérateur d'une puissance nominale de 2500 watts. Alors ces chiffres ne sont pas choisis au hasard, c'est ce qu'on trouve usuellement dans les magasins. Et la question c'est, cette installation est-elle sécurisée? On a donc une puissance totale de 6000 watts, il suffit de faire la somme des deux. On fait le même calcul que tout à l'heure et on trouve une intensité de 26,1 ampères, très largement supérieure à l'intensité prévue qui est de 10 ampères. Cette installation n'est donc pas sécurisée. De deux choses l'une, soit on a un coupe-circuit efficace sur cette ligne de 10 ampères, auquel cas l'installation ne fonctionnera pas du tout parce que le coupe-circuit va ouvrir la ligne, soit le coupe-circuit est inefficace ou alors ne fonctionne plus, auquel cas on a un risque de dégradation de l'installation électrique, voire de départ de feu, puisque je vous rappelle que l'effet Joule, ça conduit à un échauffement, et un échauffement auprès de matériaux inflammables, ça peut causer un départ de feu. Voilà pour la notion de puissance électrique. À présent, la notion d'énergie électrique. Alors par définition, l'énergie électrique consommée par un appareil électrique se calcule comme étant le produit de la puissance nominale de cet appareil par la durée d'utilisation. Donc cette puissance nominale, comme on l'a vu dans la partie précédente, s'exprime en watts et la durée d'utilisation en secondes. Et donc on obtient une énergie, comme toutes les énergies, en joules. Maintenant, en matière d'énergie électrique, on utilise plus fréquemment le kilowattheure. Pour obtenir des kilowattheures, c'est simple, dans la formule ci-dessus, il suffit d'exprimer la puissance non pas en watts mais en kilowatts et la durée d'utilisation non pas en secondes mais en heures. Et donc, si vous faites le calcul, on trouve que 1 kWh, c'est 3 600 000 joules. Et
Si vous regardez une facture d'électricité chez vos parents, et vous verrez pourquoi il faut regarder une facture d'électricité, vous verrez que l'énergie électrique est exprimée en kilowattheure, et vous comprendrez aisément la raison pour laquelle ces factures s'expriment en kilowattheure plutôt qu'en joules. Alors, je vous ai dit, quand on a abordé la notion d'énergie d'énergie cette année, en parlant d'énergie cinétique, que l'énergie, c'est ce qui fait mal. Alors, l'énergie cinétique, c'est ce qui fait mal tout court. Vous vous souvenez, l'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est liée à la vitesse d'un objet. Donc, c'est par exemple la différence qu'il y a entre une caresse et une gifle. Hein, la vitesse de la main, voilà, fait que dans un cas, c'est plutôt agréable, dans l'autre, pas trop. Eh bien, l'énergie, c'est toujours quelque chose qui fait mal de toute façon. Et là, en l'occurrence, l'énergie électrique, c'est ce qui fait mal au portefeuille. C'est-à-dire que les fournisseurs d'électricité facturent à leurs clients l'énergie électrique qu'ils consomment. Voilà. Et donc, si vous, pardon, si vous regardez une facture d'électricité, vous pouvez en demander une à vos parents, vous verrez que, eh bien, ce qui est facturé, il y a un abonnement bien sûr, mais également une consommation. Et cette consommation est exprimée en kilowattheure, autrement dit, les fournisseurs d'électricité facturent à leurs clients l'énergie électrique qu'ils consomment, plus un abonnement. Voilà. C'est à ça que sert cette notion d'énergie électrique. Ça vous permet de comprendre une facture d'électricité tout simplement. Et je vous suggère de travailler comme en tant qu'illustration de cette notion d'énergie électrique les activités 3 et 4 aux pages 364 et 365 de votre livre. Elles sont très bien faites et vous permettent de parfaitement appréhender ces notions. Fin du chapitre. Non, pas tout à fait, autant pour moi. Un petit exercice qui va un petit peu plus loin, qui vous permet de faire le lien avec ce qu'on a vu un peu précédemment. Si vous regardez bien les définitions de la puissance et de l'énergie électrique, ce sont des lois de proportionnalité. Par exemple, on peut dire que puissance et intensité, puissance nominale et intensité nominale sont proportionnelles, le coefficient de proportionnalité étant la tension nominale, autrement dit la tension du secteur du pays dans lequel on se trouve, en France 230 volts. De la même manière, énergie et puissance nominale, énergie électrique et puissance nominale sont proportionnelles, le coefficient de proportionnalité étant la durée d'utilisation de l'appareil. La question c'est, est-ce qu'il y a un lien de proportionnalité entre énergie électrique consommée et intensité électrique consommée? Et on va, pour faire ce calcul, se pencher dans le cas d'un dipôle un peu particulier, qui est le dipôle résistance. On en a parlé dans le cas de la loi d'Ohm, hein, je vous renvoie au chapitre concernant la loi d'Ohm. Et donc on va considérer un dipôle de résistance R, donc là il s'agit de la valeur de la résistance de ce dipôle. Alors ça pourrait être par exemple un convecteur électrique, tout simplement, un radiateur électrique. Et on va exprimer l'énergie consommée par ce dipôle, et donc on va nommer cette énergie E, en fonction de son intensité nominale I et de sa durée d'utilisation T. Et on va s'interroger, est-ce que cette énergie consommée est proportionnelle à l'intensité nominale, autrement dit à l'intensité électrique consommée par le dipôle? Et bien pour savoir ça, on va reprendre la définition de l'énergie électrique. E égale P fois T, autrement dit, l'énergie électrique consommée, c'est le produit de la puissance nominale par la durée d'utilisation. On va reprendre également la définition de la puissance nominale, autrement dit, le produit de la tension nominale par l'intensité nominale. Remplacer la puissance nominale dans la définition de l'énergie électrique, et on trouve donc que l'énergie électrique, c'est le produit de la puissance de la tension nominale multipliée par l'intensité nominale multipliée par la durée d'utilisation. Très bien. Maintenant, on n'a pas encore complètement répondu à la question, parce que la tension nominale ne figure pas dans ce qui est demandé au niveau de l'énoncé. On va utiliser, pour poursuivre, la loi d'Ohm, puisque on se situe dans le cadre d'un dipôle résistance et la loi d'Ohm s'applique. Et la loi d'Ohm, elle précise que la tension U est égale au produit de la résistance R multiplié par l'intensité I. Et donc on va remplacer dans cette égalité la tension U par R fois I, tout simplement. Et donc on trouve ceci,
E, c'est R fois I fois I fois T. Vous retrouvez ici U, la tension nominale, d'accord. Et donc, si on regroupe I fois I, on trouve I au carré. Et donc, on trouve R fois I au carré fois T. Et donc, la conclusion qu'on en tire, c'est que non. L'énergie consommée par un dipôle de résistance n'est pas proportionnelle à l'intensité nominale, mais au carré de cette intensité. Vous voyez, c'est le carré qu'on trouve dans ce terme qui met en évidence qu'on n'a pas une loi de proportionnalité. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que ça veut dire que on n'a pas, c'est pas une loi de proportionnalité comme celle que vous avez vue précédemment. Voilà. Ça, c'est un exercice qui s'approche de ce qui vous sera ultérieurement demandé en classe de seconde. Donc j'invite tous ceux qui envisagent une seconde générale et technologique l'année prochaine à bien comprendre le mécanisme de cet exercice. Cette fois-ci, fin du chapitre, je vous souhaite une bonne continuation, à très bientôt. Au revoir.